Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir et tout s'est accéléré. Moins de 24 heures après les révélations de nos confrères de Quotidien, une enquête préliminaire a été ouverte autour du travail des filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur a été contraint de démissionner. Nouveau coup de semonce dans le monde politique et en pleine campagne. Et puis également, nouveau développement dans l'affaire Fillon, le débat avec de nombreux invités. Un peu plus de 6 électeurs sur 10 sont certains de se rendre aux urnes pour le scrutin présidentiel. Un chiffre en recul de 3 points par rapport au mois dernier. Alors quel pourrait être le taux d'abstention le jour J? Et puis à qui cela profitera? Que signifie également ce non-vote? Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure Cécile Alduy, spécialiste des discours politiques, et l'écrivain et auteur de Nos votes, Antoine Bueno. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Le hashtag OVPL pour vos réactions et puis vos questions. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une figure de l'aile gauche du PS s'éteint avec le décès à l'âge de 71 ans d'Henri Emmanuelli. Au fil de sa carrière de député des Landes, de secrétaire d'État, de premier secrétaire du PS et de président de l'Assemblée nationale, il était connu pour ses paroles sans détour. Mentor politique de Benoît Hamon, le candidat dit perdre un frère. Sa disparition soudaine des suites d'une longue maladie a ému tout le Parti socialiste. Je perds un ami, mais surtout la perte d'un homme politique d'envergure. Il a bâti avec François Mitterrand et d'autres la gauche de 1980, la nouvelle gauche. Il ne pouvait pas s'adapter à celle d'avant, il fallait aller plus loin. Et il a fait partie des artisans de la première heure de ceux qui sont partis à la reconquête en 1981. Emmanuel Macron. Les rangs d'En Marche se sont encore garnis aujourd'hui. La secrétaire d'État écologiste Barbara Pompili se range derrière Emmanuel Macron et se met dans les pas de François de Rugy qui a déjà rallié le candidat. Autre prise très symbolique, Bernard Poignant, l'un des plus proches conseillers de François Hollande, annonce qu'il votera Emmanuel Macron et quitte dans la foulée ses fonctions à l'Élysée. À droite. Le parquet national financier élargit son enquête sur les époux Fillon, poursuivis pour escroquerie aggravée et faux usage de faux. Les enquêteurs soupçonnent une falsification de documents saisis lors d'une perquisition et pouvant justifier du travail de Pénélope Fillon. La société de conseil du candidat, également épinglée ce soir par le Canard enchaîné. L'hebdomadaire révèle que l'ancien Premier ministre aurait via sa société mis en relation un homme d'affaires libanais avec le PDG de Total et Vladimir Poutine lors du Forum économique international à l'été 2015. Une prestation facturée 50 000 $ à Fouad Marzouni, l'initiateur de cette rencontre. François Fillon. Jour après jour, j'ai résisté aux attaques et depuis hier soir, nous voilà enfin dans la vraie confrontation des projets, la vraie bataille qui compte, celle qui concerne la France, qui concerne les Français et qui concerne leur avenir. Le chiffre du jour. La politique fait toujours recette à la télévision. 9 800 000 personnes ont suivi le débat entre 5 des candidats à l'Élysée. TF1 a même réalisé un pic d'audience à 11,5 millions de téléspectateurs. Une performance pour une émission qui a duré plus de 3h30. Justice. Nouvel épisode du feuilleton judiciaire autour de la construction de la mosquée de Fréjus. La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ordonne pas la démolition du bâtiment réclamé par la mairie Front National dirigée par David Racheline. La municipalité a pointé des irrégularités dans l'attribution des permis de construire délivrés par l'ancien maire. La justice a reconnu des manquements mais ne juge pas que la destruction de l'édifice est nécessaire. Le dossier n'est pas clos. La cour administrative d'appel de Marseille devra se prononcer sur ce dossier. Et à environ un mois du premier tour, c'est une campagne et un contexte politique où tout peut arriver. Et d'ailleurs, tout s'est précipité aujourd'hui après les révélations de nos confrères de Quotidien. Ça, c'était hier, autour du travail des filles de Bruno Le Roux, ouverture d'une enquête préliminaire, démission du ministre. Sans compter aussi que ce soir, dans l'affaire Fillon, autre chose, l'enquête est élargie. Alors, analyse et conséquences de ce contexte déroutant sur la campagne. On va en parler avec nos invités ce soir. Anne-Sophie Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue.
bienvenue à vous. Vous avez été conseillère politique. Vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'Association des diplômés de Sciences Po. Et je présente votre ouvrage, ce livre, Sciences Po pour les nuls, que l'on voit à l'écran. Yves Derey à vos côtés. Bonsoir Yves. Bonsoir. Rédacteur en chef au Parisien Magazine. Nous accompagne François Dorcival. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles et auteur de l'ouvrage Histoire au pluriel de l'Élysée aux éditions Tempus. Jacques Isabello, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes le fondateur de l'agence de communication Corioling. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur cette journée incroyable, avec une situation politique inédite. On voit tout cela avec Mounir Soussi. La pression était trop forte. Après 24 heures de polémique, Bruno Le Roux tire les conséquences des révélations sur l'emploi de ses filles à l'Assemblée nationale. La responsabilité particulière qu'impose la lutte quotidienne contre le terrorisme, contre la délinquance et pour la maîtrise des flux migratoires implique de ne prêter le flanc à aucune instrumentalisation. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. À ce moment, Bruno Le Roux clôt une journée mouvementée. Il est 9h25, alors qu'il est entendu par la commission des lois du Sénat. Le ministre de l'Intérieur est interrompu en pleine audition. Il doit quitter la salle, l'audition va reprendre, tandis que les journalistes sont prévenus d'une déclaration à la presse imminente. Mais surprise, le ministre de l'Intérieur va finalement s'éclipser en évitant les caméras. Il est parti, donc je suis navrée. Non mais je suis vraiment navrée. Dans la foulée, tous ces déplacements de la journée sont annulés. Il sera reçu par François Hollande et Bernard Cazeneuve. En fin de matinée, le Premier ministre inaugure les locaux de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Sans évoquer directement l'affaire, il se montre visiblement agacé. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent, sans quoi l'autorité de l'État est abaissée. Bruno Le Roux quitte la place Beauvau 3 mois après son entrée en fonction. Mathias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur, est nommé à sa place. Il devient un habitué des remplacements périlleux. C'est lui qui avait succédé à Thomas Thévenoud après son départ du gouvernement. Voilà, je vous le disais, tout est allé très vite. Moins de 24 heures après les révélations, le parquet national financier a donc ouvert une enquête préliminaire. Et moins de 3 heures après l'ouverture de cette enquête, le ministre de l'Intérieur, François Dorcival, a donc remis sa démission. Il a été contraint, évidemment, de démissionner, on l'aura compris. C'est un épisode d'une rare célérité. C'est express. Eh oui, c'est la jurisprudence Fillon, désormais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour François Fillon, le parquet national financier ouvre son enquête préliminaire dans les heures qui suivent, il ne peut pas faire moins pour M. Bruno Le Roux. La particularité, c'est que le jour, le 25 janvier, où le parquet national financier ouvrait donc son enquête à l'égard de François Fillon, Bruno Le Roux était à l'antenne de RTL où il estimait que c'était une très grave accusation qui était faite contre François Fillon, après avoir lu l'article du Canard, et il ajoutait: je ne comprends pas que puisse être autorisé l'emploi d'un membre de sa famille. Vous dites jurisprudence, on l'a compris, sur la rapidité avec laquelle le parquet national financier s'est saisi de cette affaire. Mais jusqu'où va cette jurisprudence? Évidemment, il n'y a pas les mêmes conséquences pour François Fillon et pour Bruno Le Roux. Certes, non, mais c'est dans la rapidité de la saisine. Si mais est-ce que ça veut dire, compte tenu de ce que vous avez dit, Yves Derey, qu'il sera maintenant très difficile de dire « mais regardez, c'est un complot, attention, les juges, etc. etc. » C'est un complot dans le complot. C'est-à-dire que ça va être encore plus compliqué pour François Fillon maintenant de se défendre. C'est presque contre lui, cette affaire-là, parce que, d'une certaine manière, il pouvait effectivement dire qu'il avait fait exception. Voilà que Bruno Le Roux, lui aussi, est dans la même situation, ou presque en tout cas, et il n'a pas volé non plus. Revenons juste un instant sur les faits. Je voyais vos images où il prend un air très docte pour dire que, voilà, par rapport aux grands enjeux, etc., il doit quitter son poste, alors qu'il semble dire quand même qu'il n'a rien commis de grave. Mais enfin, quand même, des enfants de 14 ans, 16 ans, on en a, moi, je peux le dire, j'ai pris ma fille un jour en stage, elle l'a fait bénévolement à 15 ans, c'est des stages d'observation, ils font du classement, ils font des photocopies, et ils sont contents de renifler un peu l'odeur de l'entreprise, et basta, on les paye pas, quoi. Donc, les Français, quand ils voient ces images, ils doivent se dire, mais quel décalage terrible. Donc, d'abord, pour Bruno Le Roux, je crois quand même que c'est une sortie de route qui risque d'être définitive, et puis après, pour François Fillon, c'est vrai que
ça remet le sujet sur le tapis, ça lui enlève des arguments en défense, et au fond, bon, on va y venir, mais les nouveaux événements que nous avons entendus et appris cet après-midi ne font qu'aggraver aussi cette situation. On va y venir parce qu'évidemment, on ne peut pas passer sur ce feuilleton qui se poursuit. Anne-Sophie Beauvais, beaucoup disent aujourd'hui c'est un coup de canif qui est porté à la République, exemplaire, irréprochable également de François Hollande, citant d'autres cas durant son quinquennat. Et puis il y en a d'autres qui disent non mais au contraire, regardez la rapidité avec laquelle il a tranché aujourd'hui le chef de l'État. Où est-ce que vous vous situez ? Oui, enfin, il y a une forme de paradoxe, mais je le situerai peut-être un tout petit peu ailleurs. Ce paradoxe, c'est que vous avez raison, je pense que ni François Fillon, ni aujourd'hui Bruno Le Roux n'ont tout à fait volé ce qui leur arrive. Parce que quand on regarde effectivement d'un peu près ce qu'on nous présente, il y a quand même quelques raisons pour avoir quelques doutes. Et en plus, je connais bien ce métier de collaborateur parlementaire pour l'avoir fait pendant un certain nombre d'années. Donc c'est vrai que quand je regarde tout ça, je trouve que d'une certaine manière, il le mérite. Mais ça jette un discrédit sur la classe politique et sur le fonctionnement parlementaire. Et ça, j'avoue que ça me chagrine beaucoup. Ça me chagrine beaucoup parce que je pense qu'on aurait tort de penser que la classe politique est de plus en plus corrompue. Et je crains que les Français le pensent avec des histoires comme celle-ci. Si on regarde la vie politique il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui, les pratiques se sont quand même considérablement améliorées. Et je trouve que c'est un petit peu dommage que des affaires comme celle-ci, finalement, puissent jeter un discrédit sur des métiers qui existent et que je dirige l'association des diplômés de Sciences Po. Vous avez beaucoup de Sciences Po qui passent dans ces métiers-là et c'est des métiers extrêmement formateurs. Vous avez quand même beaucoup d'hommes politiques qui se comportent très bien avec leurs collaborateurs, qui emploient aussi des membres de leur famille, moi je l'ai vu faire, et qui les emploient, j'allais dire, de façon normale. Mais est-ce que vous pensez juste sur ce point que ça doit être désormais interdit ? Moi, ce que je trouve, je vais vous même dire, si, pour le moment, on le rappelle, c'est légal. Là. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. D'abord, il y a le problème des hommes politiques ou des femmes qui passent 30 ans, 35 ans, je l'avais dit à l'époque pour François Fillon, 35 ans de vie politique. Il a été député, il a été sénateur, il a été à la tête de conseil général. 35 ans en tout de vie politique, ça enferme. À un moment donné, c'est un peu le fait du prince. On se rend plus bien compte d'où est la limite. Où la poser. Et l'autre problème, pour bien connaître l'Assemblée nationale et le Sénat, je pense qu'on est dans un fonctionnement d'un autre temps. L'Assemblée nationale et le Sénat, ces deux institutions ne connaissent pas une DRH, ne connaissent pas un reporting, ce mot n'est pas très joli, mais un reporting minimal d'activités qui sont effectuées au sein de bureaux. On laisse des parlementaires complètement seuls pour choisir leurs collaborateurs, seuls pour fixer des salaires. Moi, j'ai vu des choses très injustes entre des personnes diplômées qui étaient payées au lance-pierre, des personnes qui l'étaient beaucoup moins et qui avaient des salaires plus élevés. Donc tout ça mériterait d'être considérablement réformé. C'est peut-être le moment, c'est peut-être justement le temps qui vient. Jackie Isabello, on va revenir quand même un mot et puis on parlera de ce que vous décrivez sur la démission du ministre de l'Intérieur. C'est quand même une crise au plus haut sommet de l'État, même si elle a été, il est vrai, gérée avec beaucoup de rapidité et de doigté. On parlera également du successeur Matthias Fekl, mais c'est quand même le ministre de l'Intérieur. C'est l'un des postes les plus importants dans le contexte troublé et plein de menaces qui est le nôtre, on le rappelle. Et le ministre de l'Intérieur a encore rappelé il y a quelques jours, c'était samedi notamment à Orly. C'est une épanadiplos, c'est-à-dire qu'on termine comme on a commencé. C'est la 5e fois dans ce quinquennat qu'un ministre est obligé de démissionner. On a commencé avec Jérôme Cahuzac, on va terminer avec Bruno Le Roux. Et j'aurais tendance à dire, heureusement, que le ministre ou les ministres sont révocables ad nutum, c'est-à-dire qu'on le fait automatiquement puisqu'ils ne sont pas détenteurs de la fonction. Vous êtes employé chez Public Sénat, vos employeurs ne peuvent pas vous débarquer du jour au lendemain. Les ministres, on peut le faire. C'est assez pitoyable. On pensait qu'hier soir, on allait enfin pouvoir gravir petit à petit les grands sommets des programmes de nos candidats préférés, parce que c'était pour la première fois qu'on les réunissait sur un plateau de télé, pouvant les opposer les uns aux autres, les unes aux autres. Et on retombe dans cette espèce de fange qui nous déçoit. Tous les hommes et les femmes politiques ne sont pas de cet acabit. Et pourtant, on nous ramène
incessamment à ces affaires. Je suis assez dépité, en fait, pour tout vous dire. J'ai pris un coup derrière la tête. Moi, j'ai créé un collectif avec un think tank qui s'appelle Sinopia. On a beaucoup cassé les pieds de tout un tas d'opérateurs pour leur dire faites des débats, et on y est arrivé. Ils nous ont écoutés. On leur dit même faites-en entre les deux tours. Et puis on pensait que c'était parti. Donc hier soir on a sabré le champagne. Eh bien non, c'est des oraisons judiciaires qui vont nous réveiller demain. Oui. Et non pas donner notre avis ici, c'est pas notre genre, mais on peut dire qu'on est tous évidemment déroutés par cette situation, qu'on n'a pas une appétence particulière à parler des affaires. Mais enfin, il faut le faire puisque c'est ce qui rythme pour le moment une partie de la campagne, de la vie politique. François Dercial, vous entendez ce mot en ce moment, faire attention aux mots, hein, c'est pas l'opération main propre, mais ni nettoyage, mais en tout cas un vrai changement, comme s'il y avait un avant et un après dans cette campagne par rapport aux affaires, par rapport à une forme de culture, une forme d'impunité. Est-ce que tout cela pourrait changer? Il y a toujours des changements, des tournants, etc. Il y en a eu après l'affaire Cahuzac, où on a cette haute autorité de la transparence de la vie publique, le parquet national financier, etc. Bon. Après l'élection présidentielle et les élections législatives, nous aurons une nouvelle loi de transparence, de modernisation et de moralisation de la vie publique. Le mot est beau. Oui, mais tout ça, ça va entraîner un vrai changement? Cela dit, vous ne changerez pas la nature ni des hommes ni des femmes. Mais une fois qu'on a dit ça, on est quand même bluffé par un détail. Bruno Le Roux est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur depuis 3 mois. Il était. Et il ne s'est pas rendu compte lui-même de ce qu'il faisait jusqu'à l'année dernière. C'est quand même extraordinaire. Il était le président du groupe socialiste. Il était un proche de François Hollande. Il a vécu tout ce quinquennat. Et nous arrivons à 2 mois du terme de ce gouvernement dans une situation telle qu'il est obligé de remettre sa démission dans les quelques heures qui suivent. Et pardonnez-moi, c'est presque psychologique ce dont vous êtes d'accord sur ce point? Vous connaissez bien ce... Oui, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, je reste convaincue que la politique enferme. Tous ces hommes politiques ont traversé vraiment bon nombre d'années. Et au bout d'un moment, j'ai le sentiment qu'ils ne se rendent même plus compte. Et il y a une forme de sincérité. Il y avait une forme de sincérité presque chez François Fillon quand il nous disait je n'ai rien fait de mal. Je crois que Bruno Le Roux, il y avait une forme de sincérité. Au bout d'un moment, quand vous passez 35 ans dans ces beaux palais de la République... On dirait que vous dites que c'était presque une circonstance aggravante parce que finalement, ils sont presque pas inconscients, mais en tous les cas, je pense qu'ils pensaient trop dessus de ça. Les juristes ont cette phrase « Nolem turpitud dilem allegans ». Vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos preuves turpitudes. Je veux dire, ils sont quand même en capacité de gérer des dossiers très importants. On réforme les retraites dans les assemblées, on décide du budget de la nation, on a même réintégré le budget de la sécurité sociale. Même si on n'a aucun militaire, on fait passer au tamis la loi de programmation militaire. Donc on a des gens responsables, sérieux, diplômés, et on arrive comme ça à être... Et interroger un homme politique sur un ministre, par exemple, sur le coût de fonctionnement de son cabinet, il sera bien incapable de vous répondre. Je pense qu'intellectuellement, ces personnes peuvent gérer des dossiers extrêmement lourds et être très bons dans cet exercice-là. Moi, pour avoir été en cabinet ministériel, je peux vous assurer, interroger un ministre... Moi aussi, j'ai été en cabinet ministériel. Auprès de qui, d'ailleurs, respectivement? Moi, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Raffarin, et je crois qu'on avait une directrice de cabinet ingénieur des mines. Et Valérie Pécresse, qui n'est pas la dernière à savoir manier les chiffres, fait partie quand même de ces ministres et de ces responsables politiques qui n'étaient pas en dehors de la gestion budgétaire de leurs collaborateurs. Et les fameux points des cabinets, ça faisait partie de notre quotidien, et on savait très bien quand est-ce qu'on pouvait embaucher, quand on ne pouvait pas, quand on était un peu embêté de ne pas pouvoir associer d'autres collaborateurs. Ouais. Moi, la thèse un peu de la bulle, là, qui ferait que ces messieurs, ces mesdames qui font des écarts seraient coupés en quelque sorte de l'extérieur, se sentiraient tout puissants, ne se rendraient plus compte de ce qu'ils font, etc. Et donc, quelque part, tout ça les excuse un peu. Moi, je ne suis pas très convaincu, en fait. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi un problème un peu de rémunération pour des personnages qui occupent des fonctions très importantes, des ministres, des présidents de groupe, des premiers ministres, etc., que ces messieurs et ces dames côtoient souvent des top leaders qui gagnent énormément d'argent, que les tentations sont très importantes et que
à un moment donné, eh bien, on commet un premier écart, un second, ça passe, et puis petit à petit, on continue. Et le cynisme de l'affaire, c'est qu'en revanche, quand on commet ce genre de choses, eh bien, on se sent un petit peu obligé, pour faire un écran de fumée, de porter des propos extrêmement durs sur la transparence, un grand discours, De Gaulle en examen, etc., pour faire une sorte d'écran de fumée, pour se protéger. Parce que, ce que dit tout à l'heure, François, est tout à fait juste. Vous disiez, François, tout à l'heure, et vous aviez raison, que Bruno Le Roux, c'est incroyable, a fait une sortie en disant que c'était incroyable, on ne pouvait pas employer sa femme, cachant lui que c'était ses enfants. En fait, il joue un peu sur les mots. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'il s'est senti obligé de dire ça en espérant que ça le protégerait. Or, au contraire, rien du tout. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ce qui est vrai, et avant la réforme qu'appelle Sonia, ce qui est vrai, c'est qu'à l'Assemblée nationale, désormais, ils tiennent à jour et à la disposition d'un certain nombre de journalistes les registres concernant les parlementaires. Parce que c'est quand même ça. Il était temps. Il était peut-être temps. Enfin, Sonia, je le constate. Juste un mot. Quand Angela Merkel nous dit je vais changer la politique énergétique de mon pays, on prend 3 ans après, on se dit en fait t'as pas compris, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas parce que tu dis on va arrêter le nucléaire qu'on va pas être obligé de réutiliser le charbon. Il s'est passé la même chose avec le financement de la vie politique. En 88 et en 90, Michel Rocard et Jacques Chirac, ces 2 grands hommes politiques, réglementent le financement de la vie politique. Et en fait, on a tellement inversé totalement les façons de faire que les élus, qui ne sont pas excessivement payés, alors nous, on peut le dire, mais quand eux, ils le disent, c'est intolérable. Même nous, été obligés ça passe mal quand on le dit, honnêtement. Mais c'est vrai, mais ils ont été obligés de mettre en place des... Je l'endosse parce que je ne suis pas politique et que je ne le serai jamais, mais ils ont été obligés de mettre en place des systèmes qui sont intolérables. Yves a raison, mais ils côtoient des gens excessivement riches. Ils sont tenus de faire des choses qui sont répréhensibles et c'est condamnable. Il n'empêche, il y a un problème et il faudrait se pencher sur le statut de l'élu, le budget de l'élu et ce qu'il est obligé de dépenser finalement pour mener à bien ses missions. Mais autorisez-moi simplement, après avoir... je maintiens quand même un petit peu ma thèse, à savoir que ces politiques sont enfermés dans une forme de bulle. Il y a quand même une transparence de plus en plus accrue dans la vie politique. Et si toutes ces affaires sortent, c'est bien parce que cette transparence est de plus en plus accrue. Mais on a tous fonctionné dans d'autres structures, dans d'autres univers que le monde politique. Et il n'y a pas vraiment non plus de modèle de probité ailleurs. Il ne faut pas non plus dire que les politiques font leurs petites affaires. Il y a peut-être un devoir d'exemplarité quand même. Il y a un devoir d'exemplarité. Mais je veux dire, ces pratiques-là, on les retrouve quand même dans le monde de l'entreprise. On les retrouve dans des administrations publiques. Oui. Voilà, c'est pas tout ça non, mais c'est vieux comme la France et la Révolution, etc. Les châteaux, aujourd'hui, c'est l'argent. Donc voilà. Et évidemment, quand vous avez le favori, vous l'attaquez sur l'argent. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur et qu'il y a des petits soupçons... Au nom de quoi est-ce qu'il faudrait augmenter ou mettre au niveau les responsables politiques par rapport, j'allais dire, à des cadres de haut niveau ou par rapport à d'autres chefs d'entreprise? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom des responsabilités qui sont les leurs. Regardez, demandez au patron d'Orange ou de n'importe quelle grande boîte du CAC 40... Combien il y a de personnes qui gagnent plus de 5 000 euros chez Orange? Et vous allez voir qu'il y en a des dizaines de milliers. Pardonnez-moi, le patron d'Orange ou d'autres, ils ont des résultats, ils sont jugés sur les résultats. Dans ce cas-là, les citoyens vont vous dire... jugeons sur les résultats les responsables politiques. Oui, mais là encore, rappelez-vous les élus qui, sur les barricades de 1848, disaient comment on meurt pour 25 francs par jour. Donc tout ça est, hélas, inscrit dans notre histoire et ça n'est pas fini. C'est pour ça que je vous propose de parler du fond. C'était le débat hier déjà. On a l'impression que hier c'était déjà loin alors qu'on a parlé du fond. Quand même un mot encore sur d'abord le successeur. C'est important de Bruno Le Roux. Je voudrais qu'on en parle. Mathias Fekl, pas forcément bien accueilli ce soir par le milieu de la police. Il est nouveau, il ne connaît pas, il n'a pas tous les réseaux. Donc on ne va pas faire de procès d'intention. Mais c'est vrai, Yves de Rey, qu'il arrive dans un contexte extrêmement difficile et quand la matière, c'est un novice. Bon, il ne va pas non plus s'installer pour des mois et des mois à la place Beauvau. Donc maintenant, demain, il peut y avoir un nouvel attentat, une crise sécuritaire et il doit pouvoir gérer. C'est un garçon qui se trouve que je connais très bien parce que je l'ai en fait édité
il y a 10 ans, en Vous 2007. avez édité tout le monde. J'ai édité Mathias Fekl. Beaucoup de monde, voilà, Figurez-vous, aussi, oui. qui était un illustre inconnu à l'époque. C'est un livre qui s'appelait 2027. C'était deux jeunes, Mathias Fekl et Vladimir Dormesson, jeune centriste, qui voulaient être président de la République. En 2027. C'est pour ça que le titre était 2027. Et donc, c'est un garçon que j'ai vu travailler donc, et en parallèle avec son ami de l'ENA, Vladimir Dormesson. Et il y en avait un qui était totalement lunaire, littéraire, le petit Dormesson. Et puis il y avait Mathias Fekl, qui m'a surpris parce que il a fait une relecture de son livre, corrigeant chaque virgule, chaque mot. Il a organisé une tournée de signature, il y avait des militants partout. Il était vraiment, lui, l'autre était dans un peu un joke, mais lui, il est dans un blanc. C'est un bon élève qui a un CV peut-être irréprochable. Mais concrètement, sur le terrain, auprès des policiers, dans ce contexte de menace. Bah écoutez, il a été au pied levé nommé ministre du Commerce extérieur. Il s'est pas si mal débrouillé, je crois. Il a bien fait le job. C'est un garçon très travailleur, formé par Pierre Moscovici, qui est son mentor, et qui l'a bien formé. Proche des gens. Empathique, proche des gens, en même temps sérieux, courageux. Quel éloge, Non, mais il peut réussir. Il peut réussir. On l'espère, en tout cas, dans ce portefeuille une petite anecdote à celle de Yves Deray. Jacques Chirac a été ministre de l'Intérieur. Et il l'a été pendant 2 mois. Donc, il ne faut pas que les policiers se plaignent. Effectivement, Mathias Fekl peut être président de la République dans... Mais si demain il y a une crise et qu'il est à la hauteur, qu'il sait mobiliser l'appareil de l'État, qu'il sait s'entourer et prendre les bonnes décisions avec l'ensemble des grands flics et des grands agents de la sécurité, on lui reconnaîtra un leadership qu'il commence déjà à se construire. Reconnaissant qu'il y a surtout le Premier ministre Bernard Cazeneuve, dont les Français et les citoyens en général reconnaissent. Oui, mais Sonia, il n'avait pas non plus une expérience exceptionnelle avant d'arriver à Matignon. Ce choix quand même. Pourquoi lui? Vous pensez qu'il y a des raisons politiques? Etc. C'est un proche de Benoît Hamon. Je crois surtout qu'ils ne veulent pas d'ennui pendant les 2 derniers mois. Et ils pensent qu'avec lui, on n'a pas d'ennui. Mais on n'a pas d'ennui, mais surtout, c'est un fidèle de Benoît Hamon. Et évidemment, dans le camp Macron... C'est un fidèle de Benoît Hamon de la dernière heure, parce qu'il était proche de Moscou. Moscovici, il voulait la candidature de Dominique Strauss-Kahn lors de la dernière présidentielle, maintenant il est avec Benoît Hamon. Là, c'est les dernières heures qui comptent. Il a été chargé de suivre Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron avait les velléités de partir en campagne. C'est lui, il était un peu le porte-flingue du président et du Premier ministre pour fliquer Emmanuel Macron. Vous voyez un signal politique de la part de... Il y a peut-être aussi un signal positif de promouvoir quelqu'un d'une jeune génération malgré tout. Il reste peu de temps finalement. Il sera ministre de l'Intérieur très peu de temps. Il y a Cazeneuve qui est là et qui chapeaute un peu tout ça. Et l'idée sur cette toute fin de mandature, peut-être de promouvoir aussi un jeune ministre qui n'a pas démérité. François Hollande pouvait refermer le livre des scandales de son cher quinquennat. En tous les cas, Mathias Fekl, un benjamin du gouvernement, voilà, à l'intérieur. Alors hier, grand débat, et nous espérions aussi, sûrement comme l'ensemble des Français, Jacky Isabello, que la page des affaires, dont il faut toujours parler évidemment, était tournée. Il est vrai, des débats de fond hier. Non, aujourd'hui, ça repart déjà. Donc finalement, il faut peut-être s'habituer à une campagne anesthésiée, éclipsée aujourd'hui. Non, moi je ne m'y contrains pas et je veux parler des débats, vous avez raison. Pour la première fois depuis toujours, puisque en 1974, suite à la politique de Perfit, on a mis en place ce premier débat d'entre-deux tours. Alain Duhamel et Jacqueline Baudrier. Exactement, ont animé le premier débat. Et 5 candidats qui ont été, je trouve, à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. On a brossé pas mal de sujets. On a eu le temps de comprendre quels étaient leurs positionnements. Alors, c'était pas évident, parce que pour certains, c'était la première fois qu'ils se prêtaient à l'exercice, mais je trouve, et nous trouvons dans l'ensemble, qu'ils ont été à la hauteur et que c'était digne de ce qu'un grand pays comme nous peut proposer à la télévision. Et moi, je milite pour qu'il y en ait encore au 2e tour, plusieurs, parce que je pense que la politique est un combat. Eh bien, 3 débats après le premier tour. Et pourquoi, Sonia? Parce que plus faire que de la télévision, vos candidats. La politique, c'est un combat. Et à la fin, il faut qu'il y ait un knock-out. Et il faut que les Français soient en capacité de se dire: celui-ci ou celle-ci est meilleur que l'autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que les audiences sont exceptionnelles. Les Français ne vont plus dans les meetings, ne lisent plus les programmes. Et la télévision, qui a un rôle statutaire, elle a un rôle important. Elle permet
aux téléspectateurs de comprendre les programmes et de voter et de faire reculer l'abstention. Moi, c'est ma position. Vous nous direz dans quelques instants ce que vous en parlez, parce qu'attention, une campagne médiatique, c'est une campagne aussi de terrain qui est un peu atrophiée. Donc le contact avec les citoyens est toujours important. Vous nous direz ce que vous en pensez. On va simplement écouter quelques réactions de responsables politiques sur ce débat. Justement, vous l'aurez compris, évidemment, ceux qui soutiennent un candidat ne vont pas se dédire. Au contraire, on les écoute. C'est quelqu'un qui a dominé largement le débat. Il a peut-être au départ dû caler ses positions, mais en tout cas, c'est le seul qui a un vrai statut de chef de l'État. Entre une Madame Le Pen, qui est la reine du yak à faucon, qui conduirait la France au chaos, à la ruine avec la sortie de l'euro, et Monsieur Macron, où franchement, on a bien vu que de temps en temps, c'était un clin d'œil à droite, un clin d'œil à gauche. Au début, il était un peu effacé, il a eu du mal à rentrer dans le débat. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait eu un peu de mal à rentrer dans le débat. Il n'était pas le seul d'abord. Et puis ensuite, c'est vrai que c'était un peu déstabilisant dans cette ambiance actuelle. Et finalement, lorsqu'il a été chaud, lorsqu'il a pu présenter ses propositions par rapport aux propositions des autres, on a vu qu'il a pris le leadership. J'ai pensé qu'Emmanuel Macron n'était pas le candidat du centre, mais le candidat central. Vous avez vu que à la fois certaines invectives, certains sarcasmes, en tout cas beaucoup d'attaques se sont dirigées contre lui, parce qu'aujourd'hui, il incarne vraiment le renouveau de la politique avec une vivacité, une intelligence et une vision que d'autres pourraient lui envier. Et c'était intéressant. Enfin, on se met à parler des sujets de fond. Alors qui s'en est mieux sorti? Je ne sais pas, moi je ne peux pas dire. C'est aux gens de dire. Si j'ai lu la presse ce matin, tout le monde n'est pas. Les journalistes ne sont pas tous sur le même tir. Certains en mettent un, certains mettent un autre. Moi je me fiche de savoir qui s'en est sorti. Ce qui m'importe, c'est que la politique soit réhabilitée, elle soit grandie et on puisse parler du fond des sujets. C'est ça qui est important. Bon, voilà pour l'avis de certains responsables politiques, mais le vôtre, Yves Derey, est-ce que ce débat, justement pour rejoindre ce que vous disiez, Jacques Isabello, est de nature à faire bouger les lignes, les rapports de force électoraux? Écoutez, maintenant on sait que ces débats prennent une importance capitale dans ces campagnes. Moi, contrairement à vous, je pense que François Fillon n'a pas pu donner sa pleine mesure quand même, parce que je me souviens de ses prestations lors des débats de la primaire. Il était extrêmement percutant. Il a eu d'ailleurs une formule terrible qui a quand même fait mouche coup double sur Sarkozy et Juppé, je ne vais pas la répéter. Alors que là, je l'ai senti quand même dans une stratégie un peu d'évitement. Il y avait comme ça chez ses adversaires une volonté de garder une arme de dissuasion. Voilà, on ne l'attaque pas, mais il sait que s'il élève un peu le ton et la voix, il risque d'en prendre une. Donc tout ça faisait quand même qu'on n'a pas eu le Fillon extrêmement performant, percutant du débat des primaires. Anne-Sophie Beauvais, juste une question. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez travaillé, c'était évidemment ça, conseillère politique auprès de cabinets de droite. Quel est votre avis sur François Fillon, le candidat, l'homme et celui aujourd'hui qui est au centre de l'affaire? Je rappelle quand même ce soir que l'enquête serait élargie à des faits d'escroquerie aggravés, de faux et usage de faux. Est-ce que pour quelqu'un comme vous, par exemple, on aurait pu penser à un autre candidat? C'est déjà fini aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a un regret? Est-ce qu'il y a des remords? C'est une question compliquée que vous me posez là, parce que m'exprimer à titre personnel, je pense qu'il y a une forme de... Pour la droite en général, est-ce que c'est... Moi, je pense que parler d'une victoire imperdable, il y a encore quelques mois. Oui, je pense que François Fillon a un socle d'acier qui est là, qui ne bouge pas. Pour tout vous dire, moi j'ai lancé aujourd'hui une consultation auprès des diplômés de Sciences Po pour leur demander un peu comment ils avaient perçu ce programme, ce débat, pardonnez-moi. Et c'est une consultation que j'ai mis en regard avec un sondage que j'avais fait auprès de cette même population et le classement des différents candidats. Et en fait, je m'aperçois que le résultat de François Fillon a très peu bougé auprès de ma population. Donc ma thèse, c'est que François Fillon a vraiment un socle que je qualifierais d'acier, qui est extrêmement solide. Maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de militants de droite qui, c'est vrai, auraient souhaité que François Fillon se retire et passe la main, ne serait-ce que pour avoir une campagne où le programme qu'il portait puisse être beaucoup plus entendu. Parce que moi, ce qui me frappe aujourd'hui avec cette campagne, tout le monde parle d'une campagne inédite et c'est sans doute très vrai. On a deux professeurs à Sciences Po, Dominique Régnier et Pascal Perrineau, qui ne cessent de répéter
répété devant leurs étudiants que cette campagne est inédite, et Dieu sait qu'ils en ont suivi. Inédite parce qu'on a bousculé absolument toutes les règles, et d'une certaine manière, ce débat, c'est aussi une nouvelle règle qu'on bouscule, puisque c'est la première fois qu'un débat comme celui-ci a lieu. Mais ce que je vois, c'est qu'une enquête de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, nous disent que 80% des Français sont déçus par cette campagne et que 75% d'entre eux pensent qu'on ne parle pas assez du fond et des vrais. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose... Il y a un paradoxe. Alors je m'interroge simplement pour finir là-dessus, sur les 10 millions. Je me suis dit que finalement, ces téléspectateurs, il y avait peut-être... De téléspectateurs. Je me suis dit... Encore un chèque. Non, de téléspectateurs. Je me suis dit qu'il y avait peut-être là l'expression au moment de ce débat d'une vraie attente pour qu'on on arrive au vrai programme, et qu'ils étaient peut-être soucieux, lors de ce débat en tout cas, de l'entendre, très insatisfaits qu'ils étaient jusqu'à présent de cette campagne. C'est ce que j'allais vous dire, François Dorcival. 10 millions, ça ne veut pas dire qu'il y ait adhésion, il y a une appétence pour évidemment le D'abord, 10 millions, politique. C'est un très joli chiffre aujourd'hui, mais c'est un chiffre qui est quand même en retrait par rapport aux 12 millions que faisait Sarkozy, etc., ou même Hollande, il y a 4 ans ou 5 ans. Pas toujours. Et effectivement, le débat de 1974, c'était 25 millions de personnes devant leurs écrans. Il y avait combien de chaînes? On va abandonner les querelles de chiffres. Mais... En revanche, sur le débat lui-même, oui, il y avait des enjeux. Et il me semble en particulier qu'il y avait un enjeu à gauche entre Mélenchon et Hamon. Et mon sentiment aussi, c'est que Mélenchon l'a emporté largement, nettement, sur Benoît Hamon, qui, dans ce truc, quelle que soit la personne que vous interrogez, Hamon est désormais toujours classé comme le dernier. C'est très important. C'est l'une des vraies batailles à gauche. C'est peut-être le résultat le plus important. Nous, on s'est associé à une opération, nous, Parisien Magazine, qui était de mesurer en fait les émotions des Français face aux candidats. C'est une première, c'est ce qu'on appelle le suffrage sensoriel. C'est un laboratoire d'analyse qui s'appelle Atacalab qui a fait ça. Et Mélenchon a été le candidat qui, tout au long de l'émission, a suscité le plus d'émotions chez les candidats. C'est quoi un suffrage sensoriel? C'est ça, justement, c'est la mesure, c'est-à-dire que un panel d'une trentaine de personnes avait un bracelet électronique qui mesurait leur température dermique et une caméra. Ils devenaient chaud bouillant dès que Jean-Luc Mélenchon parlait. Et donc, il les faisait rire, etc. Et même ses troupes, il se trouve que cette expérience a été menée en 2015 aux États-Unis. Et à l'issue de cette expérience, on a constaté que Donald Trump était le candidat qui suscitait le plus d'émotions, positives ou négatives, chez les panélistes de la même manière. Donc c'est vrai que Mélenchon a réussi son coup. L'émotion, c'est bien. Enfin, la stature, c'est mieux. L'enjeu, c'était quand même la mémoire émotionnelle, paraît-il. Mais bien sûr, vous avez raison de rappeler. Mais la stature présidentielle, selon vous, qui l'a incarné le mieux hier? On attendait... Allez-y. Je ne veux pas paraître du tout partisane, parce que vous m'avez posé une question tout à l'heure qui pourrait le laisser penser, mais je trouve que François Fillon ne se débrouille vraiment à chaque fois pas trop mal, même très bien, dans ce type de débat. S'il y en a un qui, moi je l'ai trouvé vraiment extrêmement... il a cette posture présidentielle extrêmement claire hier soir par rapport à d'autres. Quand on voit Emmanuel Macron, qui était quand même peut-être celui qu'on observait le plus hier soir, puisque c'est celui dont on découvrait un peu la personnalité, il a, moi je trouve... j'allais dire les qualités de sa jeunesse, et c'est une jeunesse, alors là aussi, bon, j'ai l'âge que j'ai, donc je suis sensible à cette jeunesse qui arrive évidemment en politique, donc il avait les qualités de sa jeunesse, peut-être aussi un petit peu les défauts, par moments pointait une forme d'inexpérience, mais cette stature, en tous les cas, sans doute présidentielle, malgré tout, François Fillon l'incarne. Mais c'est important ce que dit Anne-Sophie Beauvais-François Dorcival, parce que là, aujourd'hui, on a encore un développement sur l'affaire Fillon, et il n'est pas... C'est pas une petite parenthèse quand même, parce que c'est une enquête qui est élargie avec des griefs qui sont très lourds. Malgré tout, hier encore, il y a 24 heures, il arrivait à dérouler son programme. Et pour certains, notamment son noyau dur, son programme, c'est son meilleur atout. Et oui, alors non, il a deux atouts. Son programme, qui est en effet un programme de rupture par rapport aux autres, mais aussi parce qu'il incarne l'alternance de droite. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir entendu Emmanuel Macron plaider pour l'alternance profonde, comme il dit, dans son message de fin. Cela veut dire bien que l'électorat de droite, notamment de droite et du centre, veut une alternance et ne pas se faire voler
cette élection. Oui, mais Emmanuel Macron, il a fait quelque chose que j'avais jamais trop vu dans ce genre de débat. C'est qu'il avait de temps en temps cette attitude de presque féliciter ses adversaires et de dire qu'il était d'accord avec un tel. À droite comme à gauche. Jusqu'à Marine Le Pen, une fois. Oui, jusqu'une fois à Marine Le Pen. Et ça, c'est très nouveau. Ça veut dire que, en fait, il n'est pas ni droite ni gauche comme Marine Le Pen. Il est droite et gauche. Il continue à jouer cette carte-là. Et je pense que on ne peut pas non plus exclure l'idée que Marine Le Pen ait aussi assez bien réussi son débat. Je pense qu'elle a aussi conforté son socle à elle. Elle fait partie du club maintenant. Il n'y a plus aucun problème à dialoguer avec elle, même à sourire avec elle. J'ai vu Mélenchon lui faire des clins d'œil quasiment. Donc je crois qu'on ne peut pas exclure un drôle de second tour où on aurait une candidate ni droite ni gauche et un candidat droite et gauche. La question de fin, conclusion, assez rapidement, si vous pouvez synthétiser vos réponses, mais malgré ce que vous venez de dire, le match reste ouvert. Oui, absolument, le match reste ouvert. Pas faire croire qu'il y a un second tour déjà acté. Macron est quand même sorti vainqueur de tous les sondages qui ont été conduits, parce qu'il ne l'avait jamais fait, donc on attendait de pouvoir analyser sa prestation, et elle n'a pas été si mauvaise, même si par certains moments il a été un peu elliptique. Tout reste encore ouvert. On a chaque candidat qui est dans son registre, donc ça va être passionnant. Et puis surtout, les petits candidats vont arriver un peu comme des petits roquets pour niaquer les mollets de tout le monde, et ça va être assez sympathique aussi. Mais la conclusion, si on peut peut-être la faire sur les petits candidats quand même, parce que c'est formidable d'ouvrir un débat comme celui-ci, mais moi je suis quand même choquée de voir des petits candidats qui en sont absents. Je me suis juste amusée à calculer. Nicolas Dupont-Aignan avait fait près de 2% des voix, c'était 600 000 électeurs à la dernière présidentielle. Là, on le crédite de 4%. 4%, c'est plus d'1 million d'électeurs. On a juste mis de côté, je prends Dupont-Aignan, mais je pourrais faire la démonstration pour les autres. On met quand même juste de côté. Et là, c'est comme si on mettait vraiment, les sondeurs, on devrait les appeler à réagir un peu là-dessus. On met la valeur, là on a affiché la valeur des candidats, le prix de leur valeur. Et quelque part, il y a peut-être un petit progrès là-dessus. D'autres médias vont se rattraper puisque les 11 candidats vont être alignés. On verra. Moi, je reste Il est le seul capable de faire. Je reste très vite sur la position que j'ai prise ici depuis plusieurs semaines. J'ai à chaque fois un peu plus le sentiment que la mer s'ouvre un peu devant Emmanuel Macron et que ça ressemble quand même à une marche vers la victoire. Attention, vous l'avez dit, tout reste possible. Non, mais voilà, je me mouille un peu. Voilà. Et les débats du second tour qui vont être très importants. À moins de 30 jours du premier tour. Merci à vous, merci pour cette analyse et ce débat. La suite de votre émission, et c'est lié d'ailleurs au contexte politique que nous venons de décrire, il s'agit de l'abstention. Alors dans cette campagne déroutante justement, l'abstention pourrait se révéler être un message. Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Cécile Alduy, spécialiste de l'analyse des discours politiques, à Antoine Bueno, auteur d'un manifeste pour l'abstention. A tout de suite, on vous attend. Demain, en direct, Public Sénat et LCP Assemblée nationale s'associent à l'Assemblée des maires de France et France Info pour une grande journée avec les candidats à la présidentielle. Les candidats devront répondre aux maires sur leur vision de la France et de ses communes. Le grand oral des candidats devant les maires de France, c'est demain, dès 9h30, en direct sur les chaînes parlementaires. Les grands partis pensent qu'ils peuvent réussir encore comme avant, sans tenir compte du ras-le-bol énorme qu'il y a. C'est une grosse erreur. Être élu à notre époque en France avec ce système-là, ça ne peut pas fonctionner. Une des questions à se poser, c'est comment on intègre la contestation dans le processus démocratique, comment on la condamne pas. C'est notre responsabilité à chacun. Faisons de la politique ce qu'on aimerait qu'elle soit. Tous présidents, vendredi à 17h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission On va plus loin pour évoquer à présent celle qui sera très présente forcément dans cette élection. Son ombre plane déjà. C'est le cas d'ailleurs de scrutin en scrutin. L'abstention. Alors quel sera son niveau? Quel est son visage? Son message? On va en parler avec nos invités ce soir. Cécile Alduy, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'analyse des discours politiques, professeur à Stanford et auteur de ce livre, Ce qu'ils disent vraiment, présidentielle 2017 chez Seuil. On accueille également Antoine Bueno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, ancienne plume de responsable politique et auteur de ce manifeste. Et c'est vraiment un manifeste engagé pour l'abstention. Nos votes aux éditions Autrement. On va l'analyser, c'est très intéressant. Alors, madame, monsieur, d'abord, on va regarder le spectre de l'abstention de scrutin en scrutin et notamment pour cette présidentielle.
Le spectre de l'abstention plane sur le scrutin présidentiel. Les pronostics sont inquiétants. L'abstention pourrait se situer à un niveau très élevé. 32% des électeurs envisagent de ne pas se déplacer pour le premier tour, soit 5 millions d'abstentionnistes en plus par rapport à 2012. En moyenne, depuis 1965, le taux d'abstention se situe entre 15 et 20%. Une exception en 2002, 28,4% des Français ne se sont pas déplacés lors du premier tour qui verra Jean-Marie Le Pen accéder à la finale de la présidentielle. Le scrutin de 2017 est bien celui de l'indécision. Près de la moitié des personnes qui ont décidé d'aller voter n'ont toujours pas arrêté leur choix définitif pour le premier tour. Cécile Alduy, d'abord, vous qui analysez les discours, les mots, le poids des mots chez les responsables politiques, est-ce que vous l'avez souvent entendu là, ces derniers mois, le mot abstention? Non, pas beaucoup par les hommes politiques eux-mêmes, qui sont dans un discours de mobilisation de leur électorat respectif. Mais je pense que c'est dans les états-majors que ça se discute, ce problème, parce que l'abstention est différentielle. C'est-à-dire qu'on se déplace plus ou moins selon qu'on est d'un bord politique ou de l'autre. Et en ce moment, cette année, il est avéré, notamment dans cette enquête que vous venez de citer, que les électeurs qui se sentent proches du Front National sont très motivés pour aller voter et que ceux qui sont plutôt à gauche sont beaucoup moins motivés. Donc c'est un peu l'enjeu pour les états-majors. Antoine Beno, généralement, quand on parle d'un taux d'abstention élevé, on le déplore. Mais on le déplore tous, les responsables politiques comme nous, les journalistes. Et vous, au contraire, c'est presque enthousiasmant pour vous, un taux d'abstention c'est fort. très enthousiasmant. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous parliez des mots dans votre petit reportage qui était très bien fait. J'ai relevé les mots spectre, inquiétant. Effectivement, ça fait très peur. Alors que moi, je dis qu'au contraire, l'abstention, surtout si elle est élevée, qu'elle arrive à se structurer, qu'elle arrive à exprimer un message qui serait un message de réforme institutionnelle, eh bien, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une aspiration, un souffle à autre chose. Et cette autre chose pourrait se rapprocher de ce qu'est la démocratie. Parce qu'en réalité, notre système n'est pas une démocratie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, qui s'en rendent compte. Comparé à d'autres, on l'est quand même. Non, pas du tout. On peut se dire merci d'être en France par rapport à d'autres pays. Tout est relatif. Non, mais il faut parler, on est sur les mots. Donc, il faut donner des définitions précises. Nous avons un état de droit, heureusement. Moi, je voudrais vivre nulle part ailleurs qu'en France. On est très très bien en France. Il y a une certaine mobilité sociale chez nous, heureusement. Mais tout ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un régime institutionnel extrêmement précis qui suppose le gouvernement direct du peuple ou indirect par des représentants qui sont tirés au sort. Notre système à nous, c'est la définition de la démocratie. Vous n'êtes pas d'accord? Non, il y a plusieurs systèmes démocratiques. Non, il y a pas. Non, alors ça, tout à fait. Ça s'appelle des régimes. La phrase de Churchill, alors la phrase de Churchill, c'est-à-dire le meilleur régime à l'exception de tous les autres. Alors, le problème, c'est que nous ne sommes pas en démocratie. Je suis désolé, ça a une définition précise, la démocratie. On a inventé notre système, qui est un système représentatif, comme un intermédiaire entre la monarchie absolue, c'était au moment de la Révolution française, et la démocratie, Alors justement. voilà, ça, c'est le système tel que vous le voyez aujourd'hui, donc figé. On va prendre les choses une par une. Cécile Alduy, est-ce que l'abstention, selon vous, est-ce que ça pourrait être, comme dit d'ailleurs Antoine Bueno dans son livre, un acte politique? On revendique de ne pas aller voter, tout simplement. Alors, dans la même enquête, toujours, qui est très très intéressante, il y a 37% des gens qui ont indiqué qu'ils s'abstiendraient certainement, qui disent le faire par mécontentement. Donc pour certains, ça peut être un message politique. Mais pour 52%, c'est parce qu'ils ne sont satisfaits par aucun candidat. Donc le problème de l'abstention, c'est que ça peut être un message, mais un message qui est un signe illisible, parce que sous cette abstention, beaucoup de motivations totalement hétéroclites et hétérogènes peuvent se cacher. Du coup, c'est comme si vous envoyez une bouteille à mer avec un papier dedans où rien n'est écrit, il y a un message, mais on ne peut pas le lire. Mais c'est très juste, parce que qui porte? Il n'y a pas un représentant de votre parti abstentionniste. Alors déjà, c'est pas un parti, parce qu'il faut bien un avoir mouvement citoyen. Mais justement, mais ça c'est très important, parce qu'on a tendance à dire que c'est le premier parti de France, ce qui est évidemment une très belle image, mais c'est une image aussi en même temps très trompeuse, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Les partis politiques dont le rôle est de prendre le pouvoir pour appliquer un programme, et puis il y a les forces politiques qui peuvent être des groupes de pression qui sont issus de la société civile. Et moi j'aimerais que l'abstention se structure pour devenir une force de pression. Justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce manifeste. C'est parce que le message de l'abstention, quand elle est active, quand elle est politique, il est peu lisible. Et ce message ne peut être qu'un message institutionnel. Que répondez-vous à ce que dit Cécile Alduy, c'est-à-dire comment canaliser chez les abstentionnistes? Il peut y avoir différentes revendications. Tout à fait. Vous en portez, de d'autres. Aucune revendication. Il y a aussi des gens qui sont complètement dépolitisés, qui n'ont pas envie d'aller voter. Tout à fait. Et c'est leur droit. Absolument. Et donc il y a deux catégories d'abstentionnistes, celles que vous venez de décrire, et puis il y a les autres
contre ceux qui demandent quelque chose, qui contestent, qui protestent et qui demandent quelque chose. Je voudrais juste faire remarquer que l'abstention, on n'a pas tendance à se le représenter, mais elle est et elle a été réformatrice. Pourquoi? Comment? Parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été menées depuis 25-30 ans, qui l'ont été sur le fondement de ce critère quantitatif de l'abstention. C'est les réformes, par exemple, le quinquennat, le cumul des mandats, etc. Ça a été pris parce qu'il y avait de forts taux d'abstention. Et à l'avenir, les abstentionnistes pourraient émettre des souhaits institutionnels. Je vous donne un exemple, le mandat unique. Voilà. Si tout d'un coup... Mais ça, c'est porté par des partis politiques aujourd'hui. Il y a énormément... Non, alors, pas du tout. Alors là, vous me donnez un seul candidat sur les 5 qui le demande, il n'y en a pas. Et il y a le non-renouvellement des mandats, c'est porté par Benoît Hamon, c'est porté par Jean-Luc Mélenchon. Il y a un nombre de mandats qu'ils énoncent dans leurs propositions. C'est pas le mandat unique. Mais peu importe. Oui, ce sont des réformes institutionnelles. On est dans une élection où justement, c'est presque la première fois, à mon souvenir, où il y a autant de candidats qui proposent des réformes institutionnelles fondamentales avec changement de régime, 6e République pour 2 candidats et réforme constitutionnelle pour 2 autres qui sont François Fillon et Marine Le Pen. Je pense que ce sont des réformes institutionnelles. Ce n'est pas peut-être celle que vous voudriez, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, dans l'offre politique, il n'y a pas des propositions de réforme institutionnelle. C'est une réaction, vous en avez beaucoup sur les réseaux sociaux. Une question qui vous est adressée, c'est Abou Ben Gheda qui vous dit mieux que l'abstention, le vote blanc. Comptons les bulletins blancs, je me déplace et je vote. Voilà un acte. Oui, alors il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Moi, je soutiens la reconnaissance du vote blanc parce que symboliquement, c'est supérieur. Au moins, on sait quand on vote blanc qu'il y a un acte politique et qu'on n'est pas content du système. Mais le problème, c'est que dans le cadre législatif actuel, voter blanc, c'est se faire avoir 2 fois. Une première fois parce que le vote blanc ne sert à rien. Il n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Et puis, par ailleurs, voter blanc, c'est augmenter le taux de participation, donc la légitimité des élus, c'est-à-dire le résultat inverse de celui escompté. Alors pourquoi ne pas prendre les choses par étapes et voter pour les candidats qui proposent de reconnaître le vote blanc? Là encore, il y a plusieurs candidats qui le font cette année. Je suis frappée parce que vous dites si le taux de participation est élevé, on reconnaît la légitimité des élus. Non, on reconnaît la légitimité de la démocratie. Absolument, la légitimité du scrutin et qui rejaillit sur les élus. Vous vous souvenez de la primaire de la gauche? On parlait de quoi? On parlait du taux de participation énormément. Pourquoi? Parce que celui qui allait en sortir serait légitime ou pas en fonction de ce taux de participation. Évidemment, c'est lié. Mais attendez, je vais inviter notre camarade qui débat avec moi à lire le livre, parce que moi je ne dis pas que tout le monde doit s'abstenir, pas du tout. Je dis quelque chose de très simple. Je dis que si on trouve que la société va plutôt bien, il vaut mieux voter. Parce que l'immobilisme global, le conservatisme, c'est la promesse de ce système-là, alors que si on souhaite des réformes extrêmement profondes, de véritables réformes, là il vaut mieux s'abstenir et demander des réformes institutionnelles. Il n'y a aucun candidat qui soutient des réformes profondes, que ce soit l'abolition du capitalisme quand on s'appelle Nathalie Arthaud, une 6e République quand on s'appelle Jean-Luc Mélenchon, un souverainisme absolu quand on s'appelle François Asselineau, ou la sortie de l'Union européenne quand on s'appelle Marine Le Pen. Je ne pense pas qu'il y a un manque d'offres politiques avec des transformations qui seraient pour le coup radicales. Je ne sais pas si vous avez un ordinateur, peut-être que c'est le cas. Si vous avez un ordinateur, vous savez que ça fonctionne avec 2 choses. Vous avez le hardware et le software. Le software, c'est les politiques, c'est ce dont vous parlez. Moi, je ne me mêle pas de ça. Je m'intéresse au hardware, c'est-à-dire aux institutions. Et effectivement, les candidats qui proposent des réformes institutionnelles véritablement profondes et d'envergure, ceux-là peuvent intéresser les abstentionnistes. Une question, parce qu'on a eu quand même un événement hier, c'était un moment attendu, il y avait le débat de fond également, Cécile Aduy. Est-ce que vous pensez justement que ces débats médiatiques, cathodiques et très politiques, ils vont pouvoir faire baisser justement ou régresser cette abstention que vous appelez de vos voeux? D'une certaine manière, on a eu une campagne qui a commencé très tard et hier, c'était le début de la campagne du point de vue du traitement des sujets de fond qu'attendent les Français. Donc il est possible qu'au moins c'est clarifié par l'exposition assez pédagogique, voire ennuyeuse hier, les programmes de chacun. Cela dit, finalement, ces débats, je pense qu'ils ont plus d'importance en tant que réunion démocratique, de moments forts de la nation autour d'une réflexion de chacun sur qu'est-ce qu'on va faire, ce que l'on vote ou pas, plutôt que un acteur de changement du vote, y compris pour passer de l'abstention au vote d'ailleurs.
Et ça, c'est très intéressant. Votre avis également? Oui, non, moi je crois qu'effectivement... Des millions de téléspectateurs. Voilà, non, mais de manière plus prosaïque, effectivement, le fond même de ce qui a été dit par les uns et les autres peut persuader les électeurs de finalement se rendre aux urnes. Et encore une fois, moi, je reviens à ma marotte, parce que pour moi, c'est le verrou qui permet ou pas de mettre en œuvre des politiques, c'est les institutions. Et il y a effectivement au moins un des 5 candidats qui propose des changements institutionnels véritablement profonds. L'abstention concerne aussi, et surtout souvent les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que là-dessus, quand même, alors que les plus jeunes devraient être davantage sensibilisés tout simplement à un devoir citoyen et civique au sens là. Ah oui, non, mais oui, non, moi je veux pas trop entendre parler de devoir et de sens citoyen et civique, et ni d'ailleurs de distinction entre les jeunes et les vieux. C'est ce qui fait un lien entre les citoyens dans une démocratie. Alors bon, on n'est pas en démocratie, mais dans notre système, c'est ce qui peut faire un lien entre les citoyens. De droit, allez, juste pour vous faire plaisir, même si quand même on peut. Disons, dans notre système, c'est un système représentatif, voilà. Bon, alors sur les jeunes, tel qu'il est. Sur les jeunes, un tel livre, pour les jeunes, quel impact? Quel impact? Ça dépend. Si c'est des jeunes qui sont très politisés, un impact qui va leur donner un petit peu plus de grain à moudre. Et s'ils ne sont pas du tout politisés, ça peut leur donner des raisons de justement pas voter. Mais une chose qui est très importante, c'est que de toute façon, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas inscrit sur les listes électorales, on ne compte pas du tout. Et on ne compte même pas comme abstentionniste. Oui, donc vous avez beaucoup de nuances. C'était important de les préciser. Oui, c'est pas du tout un livre énervé, c'est un livre analytique sur le système. C'est où est l'utilité du vote aujourd'hui? Je ne le trouve pas. Tout comme vous ce soir ici, votre analyse. Ce qu'il faut quand même aussi voir, c'est que avant que les réformes qu'on peut appeler de ses voeux aient lieu, l'élection qui se joue cette année, quand on s'abstient, quand on ne va pas voter, d'autres iront voter pour vous. Oui, alors. Et là encore, c'est différentiel. Et effectivement, il y a 52% des 18-25 ans aujourd'hui qui pensent ne pas aller voter. Oui. Ça veut dire que c'est une autre classe de la population, notamment les retraités qui sont surreprésentés dans ceux qui vont voter, qui vont faire les choix pour les 5 prochaines années. Étant donné que le système est tel qu'il est, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais ce que je démontre dans mon livre, c'est que ce sont des choix illusoires, totalement illusoires. Qui ont des conséquences pratiques sur la vie de tous les gens, tous les jours. Les programmes ne sont pas ou peu appliqués. Le mandat n'est pas impératif. Oui, je ne dis pas que le régime... Attendez, laissez-moi finir. Je ne dis pas que le régime est totalement immobiliste. Je dis qu'il peut prendre 2 catégories de mesures. Des mesures clientélistes, et il y en a un certain nombre, c'est celle que vous venez de citer en particulier, et des mesures dites gestionnaires qui nécessitent, pour avoir été mises en œuvre, une maturation de la société. Voilà ce que permet notre système. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Oui, je dis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais il y a 2 autres catégories de mesures qui ne peuvent absolument pas être prises. C'est des mesures foncièrement impopulaires, et c'est des mesures qui, même si ils viennent dans... Pourquoi faire des mesures foncièrement impopulaires? Parce qu'on peut considérer que c'est aussi l'intérêt général. Et des mesures la démocratie revient de quel côté alors? Et des mesures qui entrent en conflit. Les propositions, parfois, sont souvent des promesses, enfin pas de procès d'intention. On va voir quand même chaque candidat ce qu'il va faire. Non, enfin, c'est pas une question de procès d'intention, ça fait 50 ans que ça dure. Enfin, il faut arrêter de délirer. De quoi on parle? À chaque fois qu'un gouvernement, qui soit de droite ou de gauche, est élu, il finit par faire une politique centriste, une politique relativement molle. Je vais poser quand même une question, Cécile Alduy, qui s'intéresse aux mots, au discours des responsables politiques. Comment est-ce que ces responsables pensent lutter contre l'abstention version 2017? Est-ce que ça change de scrutin en scrutin? Alors, ça change certainement de scrutin en scrutin parce que ça dépend des enjeux de chaque élection. Dans cette campagne, ce qui a été particulier, c'est la présence des primaires. Et on a vu qu'une manière de mobiliser l'électorat pour ces 2 scrutins intermédiaires, ça a été de reparler le langage de son camp. Benoît Hamon a été très fort pour reprendre le vocabulaire, les marottes et puis l'imaginaire aussi de la gauche. Et François Fillon a fait la même chose avec la droite. Donc la première chose que font les candidats, c'est déjà d'essayer de remobiliser leur propre camp, qui sont déjà politisés, pour peut-être ne pas lutter contre l'abstention comme quelque chose d'une masse informe qu'on ne connaît pas, mais au moins son propre camp. Alors donc vote blanc ou abstention, en tous les cas les électeurs vont se faire leur choix évidemment. Je montre votre livre, le voici. Antoine Bueno, Nos votes. Merci encore, Cécile Alduy. On va revoir également votre livre aux éditions Seuil, qui analyse les discours et les mots, voilà, ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris aux mots et leurs propres mots très souvent. Merci encore pour ce match des idées. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. Comme d'habitude, le mardi assure, c'est l'émission Politique, l'épreuve de vérité. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 22h, 23h30, 1h30 de débat, décryptage et le grand entretien. Belle soirée à vous.